propose maintenant d'accueillir Noélie Borghino, chercheuse en agronomie donc au laboratoire de sciences du climat et de l'environnement à Saclay, à Paris-Saclay, voilà, qui va nous faire un petit focus sur les enjeux liés à l'agriculture biologique. Bonjour tout le monde, j'espère que je ne parle pas trop près du micro, je vais le caler comme ça. Oui, donc je suis Noélie. Aujourd'hui, on m'a invité à venir présenter un petit peu un panorama des travaux qui existent, qui ont cherché à quantifier les résultats de scénarios d'expansion de l'agriculture bio à des échelles spatiales larges. Donc, c'est ce que je vais tenter de faire. Pour commencer, quelques précisions. Les objectifs de cette présentation, ça ne va pas être d'aller dans les détails des modèles ou dans des résultats très précis, mais ça va être de dégager des grands consensus et les points de divergence quant aux résultats de ces scénarios. Et je vais essayer d'aborder aussi quelques sujets qu'il reste à explorer dans ce type d'études. Donc c'est une présentation qui est portée sur des scénarios quantitatifs et plutôt sur les aspects biophysiques. Bon, pour commencer, combien de travaux on peut répertorier environ ? Moi, j'en ai répertorié 29 pour cette présentation. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a tout d'abord une grande diversité d'approches. Je ne sais pas s'il y a un petit... Ah oui, ouais, super. Donc déjà, pour revenir sur la présentation de Joséphine et Pietro, il y a plutôt un bon équilibre entre des scénarios qui sont normatifs ou plutôt exploratoires. Et on a environ la moitié des travaux dans lesquels il y a vraiment un focus qui est mis sur les conséquences d'une massification de la bio, alors que dans l'autre moitié, c'est plutôt la bio qui est vue comme une composante parmi d'autres pour un scénario de transition. Les travaux ils reposent sur des clés d'entrée qui sont diverses, le plus souvent mixtes. Et ce qu'on voit apparaître le plus régulièrement, c'est des clés d'entrée qui sont autour de la neutralité carbone ou de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou de la capacité des scénarios AB à assurer de la production alimentaire. En ce qui concerne les échelles, donc échelles spatiales et temporelles, en termes d'échelle spatiale, on a quelques travaux qui ont été effectués au niveau mondial. Il y a 6 travaux environ, et le reste des travaux, c'est des études qui sont très largement centrées sur l'Europe ou sur partie de l'Europe. On a parfois une projection temporelle, le plus souvent à l'horizon 2050. Et quand on parle de massification de la bio, dans ce type de travaux, on parle d'augmentation de la part des surfaces agricoles utiles en bio. Donc ici, j'ai résumé un petit peu la part maximale des surfaces converties à la bio dans les travaux. Dans la plupart des cas, on va jusqu'à 100% de la surface, mais on a quand même plusieurs études qui vont faire varier la part de bio. Je vais parler un petit peu des résultats des scénarios maintenant. Bon, il y a 20 minutes de présentation environ, je ne vais pas pouvoir parler de tout, donc j'ai choisi quelques grands axes. Et je vais commencer par parler des impacts sur la production agricole, avec un premier consensus qui est que la modification de la bio à grande échelle, elle va appeler à des modifications dans la structure de la production agricole, que ce soit animale ou végétale. On va regarder un petit peu les deux, et je vais commencer par parler de la production végétale. Production végétale, dans les scénarios quantitatifs, ce qu'on retrouve le plus, c'est des changements dans les assolements ou les rotations et des hypothèses sur les rendements des cultures. Donc je vais plutôt parler de ça. Et je vais commencer par les assolements, les rotations. Quelque chose qui revient extrêmement souvent dans les travaux, c'est un recours accru aux légumineuses qui est appelé par le passage à la bio. Donc là, c'est dans 25 travaux sur les 29. Et j'appelle ça une hypothèse structurante. Ça veut dire que c'est généralement pas une sortie des modèles, c'est pas un résultat de simulation, c'est plutôt ce qui va servir à générer des données d'entrée pour les scénarios, enfin pour les modèles. Bon, ce constat il vient de l'intérêt agronomique des légumineuses pour la fixation symbiotique d'azote, et j'ai voulu résumer un petit peu les hypothèses sur la part de surface cultivée par les légumineuses dans les différents travaux. Il faut distinguer légumineuses à graines et légumineuses fourragères. Donc à gauche, il y a les légumineuses à graines. On a des hypothèses qui vont de 7 à 17% de la surface cultivée dans les travaux. Pour donner une comparaison, aujourd'hui en Europe, on a environ 3%. Donc c'est quand même des augmentations très conséquentes. Et pour les légumineuses fourragères, c'est d'autant plus le cas que on a souvent une hypothèse, donc on va à 16-35% de la surface cultivée dans les travaux qui donnent leurs hypothèses. Et on a souvent des hypothèses d'usage en alimentation animale ou en engrais verts, donc avec de la biomasse qui va être restituée au sol et qui va permettre de recycler plus d'azote.
Dans un peu plus de la moitié des travaux, on a d'autres changements de la production végétale qui sont appelés par la massification de la bio. Donc c'est aussi des hypothèses derrière la construction des scénarios. Et c'est en particulier des pratiques de diversification. Donc déjà diversification des cultures principales ou des hypothèses de rotation plus longues. Et on va avoir un remplacement, par exemple des céréales primaires, blé, maïs, par des céréales plus mineures, des prairies temporaires ou des oléagineux. Ensuite, on a 7 travaux qui font des hypothèses de généralisation des cultures associées. Souvent, céréales légumineuses, c'est aussi une façon d'apporter de l'azote dans le système d'une autre manière. Et c'est la même chose pour les couverts végétaux. Et enfin, on a quelques travaux qui font des hypothèses d'augmentation de la part des surfaces en agroforesterie. Je vais faire un petit point sur les hypothèses de rendement des cultures maintenant. Alors, je commence par vous présenter la figure que vous voyez en haut à droite. Cette figure, elle distingue en fait 3 grands types de méthodes pour employer les rendements avec un nombre d'études qui utilisent ces méthodes. Donc en haut, on a des études qui se basent sur des données de méta-analyse. On vous en a un petit peu parlé ce matin. Des travaux qui se basent sur des rendements observés et des travaux qui simulent la réponse des cultures à l'azote qui est disponible. Et donc les chiffres qui sont sur les petits ronds, c'est le ratio entre rendement bio conventionnel moyen. Voilà, donc ce qu'on voit, c'est que les travaux ils vont concorder généralement sur une baisse des rendements en comparaison à l'agriculture conventionnelle. Ça, c'est aussi parce que c'est un constat qu'on a aujourd'hui, en tout cas dans les régions comme l'Europe. Mais il y a d'importantes disparités. Et ces disparités, elles vont pouvoir s'expliquer d'une part par les méthodes qui sont employées pour définir les rendements. Ce qu'on voit ici, c'est que les travaux qui simulent la réponse des rendements à la disponibilité en azote ont des rendements moyens simulés qui sont plus faibles que ceux des méta-analyses, par exemple. Et ça, c'est du fait de capter une compétition qui est accrue pour l'accès aux matières organiques fertilisantes quand on augmente le taux la part de bio, la part de surface en bio. Il y a des hypothèses, il y a des disparités aussi qui s'expliquent du fait d'hypothèses très variables quant aux effets du changement climatique sur les rendements de culture, d'une part, et aussi quand on se projette dans le futur, est-ce qu'on fait une projection sur des progrès techniques. Donc ça, c'est très dépendant de chaque travail. Maintenant, je vais parler des productions animales. Alors, les productions animales, les 2 types de variables, on va dire, qui reviennent le plus souvent dans les scénarios, c'est d'une part la taille du cheptel et d'autre part les rations. Comment on nourrit les animaux d'élevage dans ces scénarios. Et déjà, le cheptel, c'est souvent une variable de sortie des modèles, donc c'est simulé avec différentes approches. Et ce qu'on trouve, c'est qu'on a une majorité des travaux qui vont miser sur une diminution du cheptel dans les scénarios bio, donc ici 20 sur 29, sachant que dans les 9 qui restent, il y en a 6 que je compte pas ici parce que c'est 6 études qui vont faire des hypothèses variées sur la taille du cheptel et qui vont chercher à en tirer des conclusions. Donc là, je les écarte pour cette partie. Donc la diminution, elle va s'expliquer par plusieurs hypothèses structurantes. Tout d'abord, on a plusieurs types de travaux qui vont faire une hypothèse de limiter la compétition entre alimentation humaine et animale. Donc on va nourrir les animaux d'élevage plutôt avec des ressources qu'on ne peut pas consommer directement, que les humains ne peuvent pas consommer directement, donc des fourrages, des coproduits, en gros des fourrages, des coproduits. Et on va aussi parfois faire une hypothèse de sourcer plus localement l'alimentation animale. Donc ça va, et les effectifs, dans ces modèles-là, ils sont calculés en fonction de la quantité d'aliments disponibles. Donc comme on réduit la quantité qu'on peut donner au total aux animaux, ça conduit à une diminution du cheptel. On a aussi des travaux dans lesquels on suppose que la production animale, elle va s'adapter en fait à la demande alimentaire en produits animaux. Et c'est des travaux dans lesquels on fait des hypothèses de baisse de la demande en produits animaux. Donc on a une réduction du cheptel qui est associée. Et enfin, plus rarement, on a des travaux qui vont chercher à quantifier la taille du cheptel de manière soit à limiter les pertes vers l'environnement, soit plus rarement de manière à limiter les gestes.
Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur le degré de diminution du cheptel. Il y a des variations qui sont très importantes dans les degrés d'ajustement. Ça peut aller du quasi-maintien des effectifs par rapport à l'actuel jusqu'à, ici j'ai mis moins 70% des effectifs globaux, totaux. Et il y a aussi une grande question sur la part relative de l'ajustement entre les populations de ruminants et de monogastriques. Donc les ruminants, c'est les herbivores, c'est les bovins, les ovins, les chèvres. Et les monogastriques, c'est donc plutôt les volailles et les porcs. Et en fait, on a deux grands types de travaux. On a des travaux dans lesquels le maintien des ruminants il est plus important que le maintien des monogastriques. Ça s'explique par trois choses. La première, c'est que les ruminants, ils ont un avantage comparatif pour limiter la compétition avec l'alimentation humaine. Ils peuvent plus facilement être alimentés avec des ressources qui ne rentrent pas en compétition, donc par exemple les fourrages. Et comme ils sont alimentés avec des fourrages qui peuvent pâturer des prairies permanentes, par exemple, ils ont aussi un avantage dans ce transfert de nutriments qui peut être assuré par l'élevage entre prairies permanentes et cultures. Il y a aussi pas mal de travaux, j'en ai compté 7 moi, qui font une hypothèse forte de maintien des prairies permanentes ou d'entretien des paysages. Et donc, si on veut maintenir les surfaces en prairies permanentes, pour des questions par exemple de biodiversité, l'élevage, ça peut être un mode de maintien des prairies. Voilà. Ensuite, on a un peu moins de travaux, mais on en a quand même, dans lequel le maintien des monogastriques est plus important. Et ça s'explique par un ciblage qui est plutôt sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, parce qu'il y a moins d'émissions, par exemple, liées à la fermentation entérique dans la production de monogastriques. Et c'est aussi plus cohérent avec les tendances actuelles en matière d'alimentation. Comme on parle d'alimentation et que tout se suit très bien, je vais parler un petit peu des hypothèses sur les changements de régime alimentaire. Il y a encore une fois ici un consensus plutôt dans les travaux existants qui est que la massification de la bio, elle doit s'accompagner d'un changement de régime alimentaire. Ce changement, il va différer un petit peu selon les travaux, mais généralement, il va impliquer deux choses. Premièrement, une diminution de la part de protéines animales par rapport aux protéines végétales. Et deuxièmement, une diminution du nombre de calories par jour. Je rappelle qu'on est sur des études qui sont très centrées sur l'Europe, ou partie de l'Europe. Donc on a des régimes aujourd'hui qui sont occidentalisés avec beaucoup de produits animaux et beaucoup de calories. Et une autre mesure clé qui revient souvent, et on vous en a parlé aussi un petit peu ce matin, c'est la diminution des pertes et des gaspillages. Alors pourquoi ce constat? Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que si on s'intéresse à l'équilibre entre production et demande alimentaire, la plupart des travaux ils concordent sur une diminution de la production alimentaire dans le scénario de bio. Ça vient de ce qu'on a vu avant, en fait, une combinaison de rendements plus faibles, des modifications des assolements, une baisse du chargement animal. Et donc les changements de régime alimentaire ils vont permettre de relaxer la pression sur les systèmes de production. Ici, j'illustre avec une figure qui date de l'année dernière. Donc il n'y a pas tous les travaux qui sont présentés ici, mais ce que vous voyez, en fait, sur l'axe je sais pas si sur l'axe des Y, ce que vous voyez, c'est un nombre d'études qui trouvent, quelles sont leurs conclusions sur le rapport entre production disponible dans le scénario bio et demande intérieure. Donc en vert, c'est quand c'est supérieur à 100%, et en rouge, c'est que c'est inférieur à 100%. Et la barre de gauche, ça va être les travaux qui ont une hypothèse sur un régime actuel ou tendanciel, et la barre de droite, un régime modifié, comme je vous disais juste avant. Donc ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a plus de travaux sur la bio qui font une hypothèse de régime modifié. Donc souvent, on part, pour des raisons de cohérence, on part d'une hypothèse de changement à l'échelle du système tout entier. Et aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de travaux qui trouvent un ratio entre production disponible et demande intérieure inférieur à 100% lorsqu'on utilise des hypothèses de régime tendanciel ou actuel. Bon, c'est une illustration de ce que je vous disais. Et pour terminer, je vais parler un petit peu des impacts environnementaux. Alors, j'ai pas du tout suivi le temps, donc si je prends trop de temps, n'hésitez pas à faire un petit signe. Pour les impacts environnementaux, moi j'ai prévu de parler des émissions de gaz à effet de serre. Ça ne veut pas dire que d'autres impacts environnementaux ne sont pas pris en compte, mais les émissions de gaz, c'est ce qui revient le plus. Et c'est... je préférais passer un petit peu de temps dessus. Bon, déjà, je vais faire un petit point théorie.
quand on parle des émissions de gaz à effet de serre dans ce type de travaux, il faut prendre en compte 3 choses. La première, c'est que déjà le changement de système de production, donc le passage à la bio, il peut permettre possiblement une atténuation des émissions de gaz à effet de serre via le remplacement des engrais azotés de synthèse. La deuxième chose, c'est qu'il y a une autre source possible d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, c'est les autres mesures à l'échelle du système alimentaire qu'on va activer. Par exemple, le changement de régime, diminution des pertes et gaspillages, on diminue la quantité totale produite, tout ça. Et il y a une troisième chose qui est une possible augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui serait liée à des changements d'usage des terres. Ça vous a été très bien présenté tout à l'heure sur les questions de la biodiversité. En fait, pour les questions des émissions de gaz à effet de serre, c'est pareil. Si on a besoin de plus de surface agricole pour compenser par exemple une moindre productivité, ça peut amener des changements d'usage des terres et donc des émissions de CO2 qui seraient induites par une perte du stock de carbone dans les sols ou la biomasse en comparaison par exemple à des forêts. En théorie, les résultats des scénarios quant aux émissions de gaz à effet de serre, ils vont dépendre de l'ajustement un petit peu relatif de ces trois effets qui peuvent être compensatoires. Ici, je vous présente un schéma théorique qui est tiré d'une thèse de 2021. Ce que nous dit l'auteur, ça résume assez bien. En fait, il nous montre ici les évolutions de la part de bio dans les surfaces cultivées mondiales et à faible part de bio, on a, selon ce schéma, tout d'abord une diminution des émissions de gaz à effet de serre qui est induite par le changement de mode de production, mais il y aurait quelque part un certain point de bascule à partir duquel il y aurait des émissions qui seraient induites par des changements d'usage des terres, donc une augmentation des émissions de CO2. Et la couleur des lignes, elle illustre les autres mesures qu'on peut activer à l'échelle du système alimentaire. Par exemple, ici, la ligne rouge, c'est un scénario d'expansion de la bio avec changement de régime alimentaire au niveau mondial. Et la ligne verte, c'est qu'est-ce qui se passe si, en plus, on réduit les pertes et gaspillages. En termes de quels résultats on a, nous, à disposition aujourd'hui dans les études d'existence, on a 15 travaux qui quantifient les émissions de gaz à effet de serre des scénarios et il y a une majorité qui estime une diminution possible sous certaines conditions, à savoir que ce qui est assez frappant dans ces travaux, c'est que c'est pas tant le choix du mode de production qui va déterminer la réduction des gaz à effet de serre que la diminution des quantités produites. Donc plutôt ce qui est induit par exemple, des hypothèses de changement de régime alimentaire. À des échelles très macro comme ça, c'est plutôt ça qui compte. Voilà, c'est quand même à nuancer parce qu'il y a encore un peu de travail devant nous. Déjà, c'est des conclusions qui vont dépendre d'une très large gamme de facteurs. C'est pas que des considérations agronomiques. Là, j'avais pas trop le temps de parler des hypothèses sur le commerce mondial et tout ça, mais ça va beaucoup jouer. En fait, si on fait un scénario, par exemple, de relocalisation, si on fait un scénario où on va chercher, à l'échelle de la France ou de l'Europe, à maintenir les exportations, tout ça, ça va énormément jouer, bien sûr. Et il y a des hypothèses qui sont super variées. Donc je peux vous dire aussi qu'il n'y a pas forcément de consensus sur la question du commerce international. Voilà, il n'y a pas de consensus clair sur ce possible point de bascule que j'ai montré dans le schéma théorique. On a peu d'études qui simulent vraiment un gradient d'expansion de la bio et les conclusions sont assez diverses. Et enfin, les émissions liées au changement d'usage des terres, elles sont peu prises en compte en comparaison aux émissions liées à la production agricole, ce qui nuance encore un petit peu plus les résultats. J'ai presque terminé. Je vais parler rapidement des questions biophysiques du coup qu'il reste à explorer dans ce type de scénario. On a parlé un peu des effets sur la biodiversité. C'est très important, mais la biodiversité, finalement, elle se retrouve souvent au cœur des narratifs. Mais c'est l'impact de la biodiversité l'impact de l'expansion de la bio sur la biodiversité, il est difficile à quantifier et il n'est pas très bien pris en compte aujourd'hui. On a aussi des grandes questions autour de la ressource en eau. Ça, c'est un point crucial, je pense, surtout en ce moment. Ça peut être abordé dans quelques travaux, par exemple, qui vont estimer des pertes azotées dans les systèmes aquatiques. Mais la question de la ressource en eau, elle est quasiment pas abordée, alors qu'on pourrait tout à fait imaginer avoir des scénarios de massification de la bio avec une entrée économie de la ressource en eau. Et enfin, là, ça rejoint un petit peu une question qu'il y avait tout à l'heure sur la question de l'écart type.
La question de la stabilité temporelle, elle est cruciale pour des enjeux de résilience. Et finalement, aujourd'hui, on utilise plutôt des scénarios qui sont statiques dans le temps. Donc, on a encore cette question de est-ce que la variabilité interannuelle de la production alimentaire, elle est améliorée ou détériorée, par exemple, dans un scénario de massification de la bio. Voilà, et là, c'est juste une petite slide de résumé. Aujourd'hui, on a vu un petit peu les points de convergence et de divergence dans les travaux qu'on a à disposition. Ce qu'on peut dire, c'est que la massification de la bio à grande échelle, elle appelle à une modification de la structure de la production alimentaire. Ça passe le plus souvent par recours aux légumineuses, diminution du cheptel et diminution de la concurrence entre alimentation humaine et animale. L'augmentation de la bio, elle appelle à des changements qui sont couplés entre la production et la demande alimentaire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas trop mis en avant, mais il y a peu de scénarios qui misent sur l'intensification. Et les points sur lesquels on a un non-consensus, en fait, ça va être plutôt des questions vraiment de valeur absolue, en fait. Le degré du maintien de l'élevage, la question des rendements, qui va dépendre de la disponibilité en nutriments ou des impacts du climat, et de tous les effets sur la production alimentaire, émissions de gaz à effet de serre, usage des terres, qui sont là vraiment très dépendants des hypothèses propres à chaque scénario. Et Pietro, tout à l'heure, disait que c'était important de connaître un petit peu le système de valeurs derrière la création d'un scénario et tout ça. Moi, je pense que pour bien considérer des résultats quantitatifs précis, il faut aussi avoir une très bonne idée de comment marchent les modèles. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais en tout cas, je vous invite à regarder ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci infiniment, c'était très clair et je vous propose de poser vos questions à Noélie, si vous en avez, ou si vous avez besoin de précision, avant qu'on fasse une courte pause café. N'hésitez pas. Oui, il y a une question ici, là, jeune femme qui est ici. Merci à vous. Oui, bonjour, Marine Rolch, je travaille à la DRAF Nouvelle-Aquitaine. On a exploré beaucoup de dimensions, de variables qu'il est possible de jouer pour ces différents scénarios. Il y en a un qui n'a pas été beaucoup ressorti, je trouve. C'est celui de la question de la main-d'œuvre. Je voulais savoir s'il existait des études ou voilà, des recherches en cours sur ces sujets-là, étant donné la baisse de personnes d'agriculteurs en France, et sûrement au moins au niveau européen. Est-ce qu'on a des chiffres, est-ce qu'on a des réflexions en cours sur ce sujet-là, sur un scénario 100% bio ou même un peu moins à long terme? Gros sujet. Oui, gros sujet, effectivement. Alors, c'est vrai que c'est abordé dans... Oui, c'est bon, pardon. C'est vrai que c'est abordé dans certains travaux. C'est très minoritaire, du coup, j'en ai pas parlé spécialement aujourd'hui, mais c'est une grande question. Souvent, ça va être abordé par une estimation de l'employabilité. On va dire qu'on peut augmenter le nombre d'emplois. Mais c'est vrai qu'après, la question de qui on emploie, comment, via quelle modalité, quoi, ça, c'est pas beaucoup exploré, effectivement. Est-ce que certains dans la salle ou certaines travaillent sur ces sujets éventuellement? Non. Oui, il y a une main qui se lève là-haut. Et c'est vrai que c'est un argument qui revient. On parlait des narratifs aujourd'hui, et notamment dans les médias. Enfin, moi, j'ai un peu ce regard-là. Et c'est vrai que cet argument du nombre de personnes qui pourraient retourner à la Terre est souvent aussi un peu instrumentalisé. Allez-y. Oui, bonjour. Donc, Guy Moreau, je suis donc président de Bio Nouvelle-Aquitaine. J'ai deux remarques à faire. Enfin, une question d'abord. Je voulais savoir si la comparaison de rendement que vous la faites à rendement équivalent en conventionnel dans les années qui viennent. Parce qu'à comparaison de rendement, je pense qu'elle va évoluer dans le temps avec le changement climatique. Et comparer les rendements aujourd'hui en bio, certes inférieurs, à des rendements conventionnels qui vont peut-être baisser à l'avenir, et on le voit déjà dans certaines cultures, dû au changement climatique, ça explique parfois le comportement des agriculteurs par rapport aux choix qu'ils font. Donc, je crois que c'est un point qui n'est peut-être pas ici explicitement dit, mais qui mérite, à mon avis, l'attention.
Et la deuxième chose, c'est il y a la question aussi de l'aspect santé environnementale, qui est quand même important. Et aujourd'hui, quand on fait des scénarios sur le GES, on peut avoir effectivement un peu de difficulté à dire que la bio est peut-être mieux sur ce thème-là. Mais ça rajoute l'aspect santé environnementale. Je pense que là, on est quand même sur un thème qui n'est pas peut-être toujours pris en compte, avec ce que ça implique en argent public nécessaire pour dépolluer l'eau, par exemple, etc. Et ça, ce sont des choses aussi qui ne sont pas forcément prises en compte en tant que telles, mais qui sont quand même des aspects positifs de la bio. Donc il n'y a pas que l'aspect alimentaire en tant que tel. Voilà, dans les scénarios, certes, vous les prenez comme ça, mais je pense que ça, c'est des éléments demain qui seront déterminants dans le choix aussi des agriculteurs. Guy sera avec nous cet après-midi à la table ronde. Je vous laisse répondre. Oui, merci pour votre intervention, vos questions. En fait, moi, je suis complètement d'accord avec vous sur la question des rendements déjà. C'est vrai que, comme je montrais, aujourd'hui, on a plutôt tendance à utiliser des rendements, des ratios issus de méta-analyse qui, d'une part, commencent à dater un petit peu. Ça va être plutôt des études de 2015, par exemple. Et effectivement, il y a quelques travaux qui suggèrent que l'agriculture biologique, elle pourrait être plus résiliente en termes de rendement face au changement climatique, ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut commencer à intégrer plus la question de la stabilité temporelle et de la variabilité interannuelle des rendements. Donc tout à fait, absolument d'accord. Sur la question du ciblage émissions de gaz à effet de serre et production alimentaire, je suis d'accord aussi. Là, aujourd'hui, j'en ai parlé parce que, en fait, c'est les deux grands sujets qui reviennent parce que c'est les sujets qui cristallisent un peu les débats autour de l'expansion de la bio. En gros, c'est les deux grandes questions qui reviennent. Donc, c'est aussi les questions qui ont été le plus creusées par les chercheurs. Mais il ne faut pas, comme vous dites, être dans un tunnel du carbone, par exemple, et il faut prendre en compte aussi toutes les autres externalités positives possibles. On a ça dans quelques travaux. Là, je pouvais pas forcément en parler, mais je pense qu'on en parlera peut-être plus cet après-midi. Donc absolument. Ouais. Ouais, avec cette vision carbone centrée qui était montrée sur les slides qu'on a vus avant votre présentation sur les scénarios qui sont très portés sur les technologies et qui ne prennent pas forcément en compte tous ces facteurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou est-ce que là, vous avez vraiment besoin d'une pause café ? Ah non, voilà, Philippe devant. Bonjour. Dans le secteur industriel, on parle de jumeaux numériques, donc d'intégration de l'intelligence artificielle à haute dose. On fait la même chose en sociologie. Ma question est la suivante. Dans tous les scénarios que vous avez étudiés, est-ce que la part de l'IA est prégnante de plus en plus et est-ce que c'est une part prégnante de tous ces scénarios-là ? Je suis pas sûre de pouvoir totalement répondre. Je ne sais pas si actuellement il y a plus de travaux qui utilisent de l'intelligence artificielle. Dans ce que je répertorie là, c'est pas tant le cas. Mais par contre, en fait, j'ai besoin d'une précision, je crois. Est-ce que vous parlez d'intégrer l'intelligence artificielle dans les modèles ou... Ah oui, d'accord, donc pas dans les narratifs, des scénarios, tout ça. Oui, alors dans les modèles, là, c'est pas tant le cas. Ça peut être, par exemple, ça a pu être utilisé, par exemple, pour projeter des rendements de culture dans le temps. Sinon, à ma connaissance, dans les travaux dont je parle là, il n'y a pas d'utilisation de l'IA, mais il n'y a pas que des travaux récents, hein, parce que 29, j'ai quand même ratissé assez large. Dans ce qui se fait aujourd'hui, je ne pourrais pas vous répondre, je ne sais pas. Une question ici. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais une question relative au soutien public, parce qu'on voit bien dans l'histoire du développement de la bio en France, notamment, une corrélation très forte entre les plans de développement, de soutien des pouvoirs publics pour la bio. On voit des corrélations très fortes entre la mise en place de ces plans, aide au maintien, aide à l'installation et le développement des producteurs, la production bio en France. Est-ce que ces scénarios prennent en considération cette dimension qui est centrale, du coup, des pouvoirs publics, du soutien qui serait envisagé sur les territoires mondiaux ? Je pense que c'est une bonne question et je pense que
enfin, à mon avis, tout l'intérêt de ce type de travail, c'est de justement pouvoir en tirer des manières de communiquer avec les politiques publiques, d'envisager quel type de politique publique pourrait être mise en œuvre. Je pense que passer la marche n'est pas toujours simple, mais il y a quand même régulièrement des propositions dans ce type de travaux de quel type de levier politique on peut actionner. Après, aller jusqu'à l'action, ça, je sais pas jusqu'où on peut, jusqu'où c'est allé. Par exemple, il y a ce matin, Joséphine et Pietro parlaient du scénario TIFA. Donc, je sais que typiquement, l'IDRI, ils sont beaucoup à communiquer avec les politiques publiques et tout ça. Donc, il y a quand même cette dimension-là qui est prise en compte. Pas toujours, bien sûr, mais c'est crucial. Mais parce que vous voulez des exemples de... Non, mais je me suis mal exprimé sans doute. Non, c'est plutôt, est-ce que dans les scénarios, dans les études qui sont faites, est-ce qu'il est mis en place des hypothèses de dire, tiens, si tel État mettait 50% de la restauration hors domicile en bio imposée dans 20 ans, tel État systématiquement subventionner les contrôles pour les producteurs, le fait que la prise en charge, la charge mentale, la charge financière soit prise en charge plutôt par des organismes publics que par les agriculteurs bio, on sait très bien que ça permettrait de massifier beaucoup plus la bio sur le territoire, quoi. Et s'il y avait tout un ensemble de dispositifs, autrement dit, si poser l'hypothèse de ces dispositifs de soutien public, est-ce que c'est étudié comme étant un des facteurs qui permettrait de massifier la bio, ou c'est pas du tout pris en compte, a priori c'est pas pris en compte? Du coup, j'en profite pour changer ma réponse. C'est rarement pris en compte, et quand c'est pris en compte, c'est pris en compte dans le narratif. Mais après, à mettre dans les modèles ce genre de choses, c'est pas simple avec les modèles qui sont plutôt utilisés dans ce type de travaux. Donc c'est plutôt des hypothèses qualitatives sur le narratif, de trajectoire, mais c'est moins, c'est moins pris en compte, je pense, que d'autres aspects. On a plutôt tendance à dire, on a changé, par exemple, les modes de production, on a changé les régimes, sans forcément s'intéresser au pourquoi ni au comment. Et c'est vrai que c'est aussi l'étape qui reste, mais je crois qu'on va en parler un peu cet après-midi. Ouais. Oui, on va en parler. Est-ce qu'il y a encore une... Ah voilà, il y a une question tout en haut. Bonjour, Françoise de Couty, administratrice à Terre de Liens, Aquitaine et Nouvelle-Aquitaine. Et je voulais savoir si dans les études, dans les scénarios d'expansion de la bio, est-ce qu'il y a des scénarios où serait pris en compte ou est pris en compte la santé des agriculteurs, qui sont quand même les premiers concernés par les maladies professionnelles dues aux pesticides, et la santé des consommateurs? Bonjour. Alors, dans la majorité du temps, c'est pas le cas. Encore une fois, on a plutôt centré là les travaux sur des questions vraiment agronomiques, biophysiques. La question de la santé des agriculteurs, c'est aussi quelque chose qui peut revenir dans les narratifs, mais qui est moins. On n'a pas, à ma connaissance, où ça a dû arriver peut-être une fois, chercher à quantifier des effets. Mais ça devient un autre type de travail, mais ça peut faire partie des narratifs, oui. Écoutez, merci beaucoup, Noélie.